Bonjour, merci d'être là pour ce petit talk. L'idée, c'est de parler de comment moderniser vos applications web, alors notamment avec du Vue.js. Et ça se base principalement sur un retour d'expérience sur un projet qu'on a fait cette année, qui est la refonte d'un site média dont on va parler un petit peu plus loin. Alors, contrairement à ce qui est marqué sur vos programmes papier, je ne m'appelle pas Boris. Je ne suis pas DG d'Urban Linker. Moi, c'est Benjamin Richard, @rebelon sur mes projets GitHub ou Twitter. Je suis manager technique et lead dev chez Pix depuis 5 ans maintenant. Et à côté de ce métier, j'anime également le meet-up Météor sur Lyon depuis maintenant 3 ans. Alors cette année, un peu moins, j'ai eu un peu moins de temps. Pour ceux qui ne connaissent pas, Meteor.js, c'est un framework full stack JS basé sur Node et puis plein de choses côté client pour vous simplifier un peu la vie dans vos applications en temps réel. Ça fait 16 ans que je travaille maintenant dans le domaine du web et au cours de ces 16 ans, j'ai pu toucher pas mal de techno, toujours sur le web, donc du .NET, du Java, du PHP. Ça fait un peu ancien, mais bon, il y a même du CallFusion, du REST, du SQL, du JavaScript, plein de choses. Et puis on voit en haut à droite un truc un peu ésotérique, c'est Rebol. Il n'y a pas grand monde qui doit connaître. Si, non? Voilà, c'est un langage particulier, d'où mon pseudo. On vous vend du rêve, vous participez aujourd'hui au Blend Web Mix, vous avez potentiellement fait plein d'autres conférences, il y en a des superbes comme The Next Web, Typo, la NG Europe ou d'autres, c'est super hype, on vous présente plein de choses super modernes, des retours d'expérience sur plutôt des bonnes pratiques. Vous avez plein de technos qui sont évoqués pendant ces conférences, microservices, du Vue.js, du Angular 2, du React, du GraphQL, du Scrum, bref, plein de choses. C'est super sympa, ça donne envie. Le problème, c'est que très souvent, votre réalité technique, c'est que vous êtes dev full stack, vous faites du back et du front sur du PHP, si vous n'avez pas de bol, vous faites du Strut sur du Java. Mais bon, il y a Spring qui est pas si mal quand même sur Java. Et potentiellement, toute la partie front, vous allez la faire avec du jQuery, parce que vous avez que ça sous la main, et que taper du React ou du Angular, ça fait 6 ans qu'AngularJS existe, et 2 ans maintenant qu'on parle beaucoup de React, c'est coûteux. Et du coup, vous n'osez pas franchir le pas, parce que c'est pas forcément évident. Pourtant, il ne faut pas hésiter. Nous, on l'a fait sur un projet chez un client, et il ne faut pas hésiter à moderniser vos applications. Il y a un moyen simple qui est fourni maintenant avec Vue.js, et on va voir pourquoi. Toutefois, pour pouvoir moderniser son application, il faut déjà identifier ses contraintes. Si vous vous lancez un peu tête baissée, vous allez vous planter, ça c'est clair. Donc du coup, il faut prendre en compte toutes les contraintes que vous allez pouvoir rencontrer. Et il y en a qui sont communes à tous les projets, notamment les problématiques de budget. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'allez pas faire grand-chose, mais surtout le temps. Plus votre projet va être court, et plus ça va être compliqué de faire entrer de nouvelles technos. Votre architecture existante, il faut bien en prendre en compte pour savoir ce que vous allez pouvoir faire avec. Comment vous allez pouvoir imbriquer les nouvelles technos avec cette architecture. Vous allez avoir un problème potentiellement, ou plutôt une contrainte liée à vos compétences. Déjà les vôtres, est-ce que vous avez envie de changer? Et puis celle de votre équipe. C'est pas forcément évident de faire monter les gens en compétences ou de les faire changer par rapport à leurs habitudes. Vous allez avoir d'autres contraintes qui sont externes, qui vont être notamment la compatibilité navigateur. C'est-à-dire que c'est très simple aujourd'hui d'introduire de nouvelles technologies plus modernes quand vous faites une application d'entreprise qui est basée sur du Firefox, enfin qui se repose sur du Firefox ou du Chrome, plutôt que sur une application grand public où vous allez toucher du mobile, vous allez toucher également d'Internet Explorer 10 ou moins, ou du Safari, parce que Safari n'est pas forcément mieux qu'Internet Explorer d'ailleurs. D'autres contraintes, ça fait sourire, mais oui, d'autres contraintes qui peuvent être également le SEO et le référencement. Nous, c'est un point qui nous a le plus, pas gêné, mais qui nous a contraint, effectivement. Parce que si vous mettez du full JS dans votre application, vous n'êtes donc pas crawlable correctement. Et ça peut être un vrai problème. Et puis, il y a également la stratégie d'entreprise. Si l'entreprise ne vous fournit pas les moyens de changer, vous n'y arriverez pas, ou ça vous prendra plus de temps, va vous fatiguer, et potentiellement, vous allez risquer d'abandonner. Ça, c'est quelques contraintes. Il y en a plein d'autres, mais c'est celles qui, moi, me viennent en premier à l'esprit. Alors, pour parler du contexte, puisque j'ai dit que ce talk se basait quand même sur la refonte d'un site média, c'est la refonte du site euronews.com. C'est le site d'une chaîne d'information, donc chaîne de télévision. Pour information, je ne sais pas si vous connaissez Euronews, mais c'est le leader de l'information audiovisuelle en Europe. Moi, je connaissais peu avant d'intégrer ce client. Et en gros, le projet, c'est, on a une V1 qui est un site monolithique en PHP, qui sert du desktop et du mobile, mais avec 2 points d'entrée différents. Et l'idée, c'est on split le front avec le back via une API REST, et puis nous, on va s'occuper de la partie front avec un design full responsive.
Donc du coup, à partir de là, il a fallu qu'on analyse un petit peu les contraintes de ce projet. Le premier, c'est les délais très courts. Un site front d'une chaîne un petit peu comme BBC ou ce genre de choses, le refaire en 4 mois, c'est short. Donc ça, c'était déjà un premier point. Pas forcément évident d'introduire de nouvelles techno là-dessus. La stack technique, par contre, était potentiellement en partie définie sur du PHP Symfony 2 pour une grosse partie. En autre contrainte, on va voir le multilingue. C'est facile de faire un site français-anglais, faire un site qui a 13 langues, dont 3 qui sont en RTL, c'est-à-dire en gros right to left. Donc un site qui va être complètement en miroir, c'est moins évident à gérer, et potentiellement avec du JavaScript, ça peut vous poser des soucis. On avait un responsive design avec 4 breakpoints, ce qui commence déjà à faire un petit peu. On doit être potentiellement efficace et rapide, puisqu'on sert quand même un trafic de 12 millions de pages vues par mois, à peu près. Et en contrainte, on a le SEO, puisque c'est là-dessus qu'on va avoir nos principaux points d'entrée pour le site web. À partir de là, on prend en compte les réalités. Techniquement, un site média, c'est pas forcément sexy. Si vous regardez ici les 4 sites concurrents, il y en a plein d'autres, des sites médias, que ce soit la BBC, The Guardian ou Bloomberg, ils se ressemblent tous. Déjà un point. Si vous vous rappelez la slide précédente avec le site Euronews V2, il est très proche de ce qu'on a ici. C'est pas forcément sexy techniquement, il n'y a pas forcément beaucoup de complexité. Notre réalité, c'est encore le SEO. Je suis un peu marqué quand même pendant 4 mois avec le SEO, mais voilà, c'est prépondérant pour générer du trafic. Si vous n'êtes pas identifié dans Google News, dans Facebook, Twitter, Google, Bing, bref, si vous n'êtes pas identifié sur le web, vous êtes mort. Et ça, il faut en tenir compte dès le début. Et puis, on a tenu compte aussi d'un élément important, c'est qu'automne 2015, on a repris en main un projet qui s'appelle Africa News. C'est la chaîne africaine qu'ils ont lancée en début d'année avec un site web et qui appartient au groupe Euronews. Il a été démarré par une autre équipe. Nous, on l'a repris pour le finir, pour l'accélérer. On l'a livré fin 2015. Et la stack, c'était exactement ce qu'on a finalement pris sur Euronews, donc du Symfony 2, du Gulp Browserify pour la partie build des assets, et puis du Vanilla.js, parce que l'idée, c'était de ne pas mettre de grosses librairies, parce que la bande passante en Afrique, elle n'est pas terrible, que potentiellement les réseaux télécoms peuvent être down très rapidement, donc il faut avoir quelque chose qui soit efficient. Et ce projet-là, on l'a fait en 2 mois. Le problème qu'on a rencontré, principalement, c'est pas sur la partie PHP Symfony 2, c'est quelque chose qu'on maîtrise, c'est la partie comment on fait pour dynamiser le site avec des appels Ajax quand on n'a aucun système de templating côté JS et qu'on n'a pas envie de prendre jQuery parce qu'on n'a pas le droit de le prendre. Et puis c'est mal. Du coup, faire des appends d'HTML, bref, ça c'est le genre de choses qui me plaît pas. Au final, on se rend compte que très rapidement, on ne va pas faire du REST, on ne va pas faire des appels Ajax traditionnels, on va faire ce que font beaucoup de monde, on va appeler du HTML. Et puis on va le balancer dans le DOM. Parce que c'est plus simple et parce que faire du Vanilla.js qui est compatible avec des smartphones Android qui coûtent 50 € et qui ne sont pas des Snapdragon 820 qui carburent à fond les ballons, vous n'allez pas pouvoir parser du JSON et pouvoir l'injecter dans le DOM. Donc vous êtes obligé de faire quelque chose de plus efficace, et le plus efficace en l'occurrence c'était juste du HTML. Sauf que c'est pas très plaisant. Voilà. Donc du coup, on avait une vraie volonté, celle de travailler différemment et de faire les choses autrement, surtout que la cible d'Euronews n'est pas celle d'Africa News. Donc on peut se permettre d'avoir des choses un peu plus évoluées. On a donc analysé la homepage, qui est une homepage qui doit être rendue sans JS potentiellement. Et on a identifié plein de sticky bars qui sont en haut, parce que si on n'en a qu'une seule, c'est trop facile. Donc tant qu'à faire, on essaie d'avoir plein de petits modules qui s'affichent dans tous les sens. C'est sexy, mais c'est pas forcément évident. On a une petite news bar qui est là pour afficher du contenu, qui va faire des rollovers. On a des carousels, on a plein de modules. On essaie d'identifier ces modules pour voir ce qu'on doit faire. Et ce site web doit, je le rappelle, fonctionner de manière traditionnelle, puisqu'on est SEO compliant au maximum. Donc un appel HTTP, c'est un appel sur le serveur HTTP qui va lui faire des appels sur l'API, plein d'appels HTTP sur l'API, générer le DOM, l'envoyer au client et c'est parti. Et ensuite, le JS va prendre la main, uniquement s'il est nécessaire. Du coup, on analyse ce dont on a besoin en termes de JS, puisque finalement, il n'est pas obligatoire, il ne doit pas être obligatoire, puisque Google, même si on sait que depuis 2 ans, il est capable d'analyser le JS, au niveau du page, anciennement le PageRank, vous êtes dégradé. Votre note à un site équivalent, en full JS ou sans JS, ne sera pas référencé de la même manière. Donc vous êtes obligé de fonctionner sans JS pour les crawlers. Et du coup, le petit challenge, c'est de se dire, on a essayé d'avoir aussi le même design avec et sans JS. Alors, ce qui est quasiment le cas sur toutes les pages du site, pratiquement. Du coup, ce JS doit apporter forcément une plus-value pour l'utilisateur et rester léger, puisqu'un site d'information doit être rapide.
Avant d'attaquer Vue.js, l'idée c'était comment on met en place la stratégie pour servir les assets. Et au niveau des bundles, que ce soit avec Browserify ou Webpack, il y a eu une mode qui était de dire on sert un bundle par page pour limiter les appels HTTP. Le problème c'est que vous, du coup, vous utilisez moins le cache HTTP de votre navigateur. Et du coup, on a préféré splitter. Après l'expérience d'Africa News, on s'est dit bon, on va faire trois packages, 3 bundles. Un qui sera en inline dans le site, pour optimiser les perfs et pour avoir une bonne note sur PageSpeed Insight, qui lui va servir toutes les librairies, Vue.js, Carousel, Lodash, etc. Et puis un bundle qui lui potentiellement pourrait être en inline, là on se pose la question de savoir si on réintègre ou pas, qui lui va être chargé en asynchrone et qui va démarrer les applications communes, le hamburger menu, les sticky bars, bref, ce genre de choses. Et puis un dernier bundle qui lui va être spécifique à chaque page. Potentiellement, il y a des pages qui n'auront pas de JS en plus, mais il y a des pages qui vont avoir des players vidéo, des pages qui vont avoir les tableaux de résultats pour les sports. Voilà, ça nous fait 3 bundles et on essaie d'optimiser les performances à ce niveau-là. JavaScript, Africa News, on était en ES5. Là, on est passé sur de l'ES6, transpilage avec Babel très classique. Au niveau des polyfills, on est passé sur du CoreJS et on ne prend que les polyfills dont on a besoin. C'est-à-dire qu'on ne prend pas les 250 kilos de polyfills parce que c'est lourd, ça ne sert à rien. Vous prenez les 2 ou 3 qui vous manquent. Voilà. Et déjà, là, avec ça, vous avez gagné 200 kilos. Pareil pour le framework CSS. Foundation, comme Bootstrap, propose plein de JS. Par défaut, vous les chargez, ça va vous prendre également quelques centaines de kilos. Là, avec Browserify, on dit exactement les éléments JavaScript qui nous intéressent. Et on arrive enfin sur ce qui nous intéresse, c'est le framework. Comment on fait pour avoir un outil qui nous permet d'avoir quelque chose de dynamique, de facilement maintenable et d'efficace. Alors sur Africa News, c'était du Vanilla.js, donc on n'en voulait plus. Il a été évoqué de partir sur du Handlebars. Handlebars, pour ceux qui nous connaissent, c'est un système purement templating en JS avec les petites moustaches. Sauf que ça fait déjà 156 kilos, juste pour ce truc-là. Et ensuite, moi, je suivais depuis un moment Vue.js et j'ai commencé à réfléchir à ce produit. Il a une empreinte qui est très légère, il fait que 76 kilos non GZIP. Il est simple à prendre en main, la documentation est claire et elle est très complète. Elle est orientée composants, c'est-à-dire que vous avez le droit de créer des tags comme ça, des custom tags. Il est polyvalent, et ça c'est ce qui fait sa force par rapport à du Angular, du React ou d'autres gros monstres. Parce qu'en fait, vous pouvez l'utiliser comme single page application ou pour faire des simples widgets, et vous avez potentiellement instancié 15 vues dans votre écran. Et puis, il propose sur le V1 le Vue Chrome Debug Tools. Alors, je vous montrerai peut-être si j'ai un peu de temps. Et en gros, il va analyser votre page. Bon, c'est un peu comme ce que fait Augury avec Angular 2 ou les outils avec React. Il est capable de détecter vos composants et de voir l'état dans lequel ils se trouvent. Et puis, pour choisir, le plus simple, c'est de faire un POC. En fait, c'est très simple. Généralement, c'est ça. Je ne sais pas si vous étiez à la conf de Gérald Cruès sur les microservices. On passe systématiquement par la réalisation d'un POC pour choisir une techno. Et là, en gros, on a pris la petite timeline qui se trouve sur la homepage, qui était sur Africa News, qui nous avait pris un peu de temps à construire au départ avec la stack qui était montée. Et on l'a recodé en 30 minutes avec Vue.js, alors qu'on ne connaissait pas du tout le produit. Et à partir de là, on s'est dit, quel est le résultat obtenu, quel est le temps qu'on a mis, et on a proposé cette solution et on est parti là-dessus. Maintenant, ce qui vous intéresse, c'est comment utiliser Vue.js. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va survoler le sujet, mais c'est pour vous donner un petit peu des billes sur ce qu'on peut faire avec. Déjà, on détermine ses composants. Sur la home page, on a la petite timeline, on a les stickies, qui sont potentiellement des composants. Et on va du coup identifier tout ce qui va pouler de la donnée, tout ce qui est interactif, comme les formulaires, les slideshows, tout ce qui nécessite de la pagination, parce que potentiellement, votre pagination, vous avez peut-être envie d'éviter à l'utilisateur de recharger intégralement sa page, mais juste faire de la pagination intégrée, donc avec les systèmes de load more, par exemple. Tout ce qui a besoin d'animation, comme un hamburger menu, potentiellement, il va y avoir des transitions vers son chose. Il va peut-être falloir utiliser du JavaScript. Ça, c'est le premier élément. Et puis, du coup, vous rentrez dans Vue.js, vous regardez la documentation et vous tombez là sur je crois que c'est le 3e item dans le menu, le Vue Instance. On ne va pas l'analyser ici. L'idée, c'est de vous montrer que ce type de schéma, qui représente l'instance, l'existence d'une vue chez Vue.js, de son départ, à partir du moment où vous allez faire son new vue, jusqu'au moment où il va être détruit. Quels sont alors tous les petits blocs avec des encadrés rouges, c'est les événements sur lesquels vous allez pouvoir vous brancher pour initialiser votre composant, pour le faire vivre. Et puis vous allez de différents états. Bref, ce truc-là, je vous conseille, si vous partez sur du Vue.js, vous l'imprimez en couleur, en grand, et vous allez vous y référer très souvent pendant les 2 premiers mois. On n'ira pas au-delà. Allez voir la doc, c'est important. Vue.js, c'est basé comme la plupart des frameworks type Ember, Angular ou React sur de la programmation réactive. C'est-à-dire que vous avez des propriétés et des datas sur votre composant. Tout changement sur ces éléments vont être répercutés parce qu'ils sont observés. Alors attention, sur Vue.js, petite particularité, si vous définissez des datas
A posteriori, après son initialisation, ils ne seront pas observés. Donc faites attention à ce que vous mettez dans vos datas au départ. Donc là, on voit, j'ai fait un petit bout de code vite fait avec un newVue. Le data retourne une fonction pour que justement ce soit une instance qui soit propre à vue et qui retourne une mixin, là notamment name, une propriété name avec la valeur rebelon. Et ensuite, il suffit de faire un point name égale Benjamin pour qu'automatiquement les templates ça soit changé. Alors Vue.js propose un système d'événements. Sur le 2, c'est un petit peu mieux fait. En gros, le principe, donc là, c'est ce qui est décrit là, c'est sur le Vue 2. Le composant parent va altérer les propriétés d'un enfant. C'est-à-dire qu'un enfant dispose de propriétés et de data. Les propriétés, c'est ce qui est exposé pour le parent. Le composant parent va écouter des événements avec la directive $on. Et puis les composants enfants vont émettre des événements qui ne sont écoutés que par les parents. Voilà. C'est très très simple. Et si vraiment vous avez besoin d'avoir des composants qui ne sont pas issus du même arbre, vous pouvez à ce moment-là déclarer un bus de messages commun avec du Vue.js si vous avez envie, mais vous ne pouvez pas utiliser autre chose. Ça, c'est vous qui êtes libre de faire ce que vous voulez. On voit ici, par exemple, dans les props, donc les propriétés, vous pouvez donner des valeurs par défaut, mais vous pouvez également typer la propriété, ce qui peut être pratique pour éviter les erreurs quand vous configurez vos composants. Vue.js propose des directives un peu à la Angular, avec du VIF, du VFOR. Là, vous avez un exemple de code qui fait une boucle sur des LI. Et en gros, il va charger la propriété characters, il va boucler sur ce tableau. Vous pouvez créer vos propres directives. Et puis, vous avez un système de templating très simple qui est assez proche de ce que propose Moustache ou Handlebars. Et les templates, vous avez plusieurs moyens de les utiliser. Alors, nous, on a souvent utilisé l'externalisation avec des scripts, Xtemplate, qu'on va inclure via notre moteur de template au back-end, c'est-à-dire Twig. Vous pouvez les faire en inline, directement dans le DOM. Vous ne mettez même pas rien du tout. Et vous allez juste dire au composant Vue, branche-toi sur cet élément du DOM. Alors ça, c'est plutôt déconseillé, parce que ce n'est pas forcément évident à gérer derrière en termes de maintenance. Et puis vous avez une autre méthode qui est... alors, il y en a deux. L'avant-dernière, c'est en gros, directement dans votre template, vous allez mettre une string qui contient votre template. Alors là, du coup, votre composant est fortement lié. Alors, c'est pas très intéressant, pas très évolutif. Et dans Vue 2, vous pourrez faire du JSX si vraiment ça vous fait plaisir. Par rapport à notre problématique de SEO, l'idée, c'était que notre backend en PHP puisse générer intégralement le DOM et qu'il soit crawlable. Donc, du coup, avoir une page web sans JS. Pour ça, c'est très simple. Il suffit d'utiliser les propriétés. Donc, en gros, vous incluez votre template dans Twig, avec un include, ou si vous faites du Java ou du .NET, ce que vous avez comme outil. Et vous avez juste à définir les propriétés du composant à l'intérieur en lui passant un objet JSON, ce que vous voulez. Et à partir de là, votre composant il est initialisable. Et il récupère la donnée. Et du coup, une fois qu'il sera au niveau du navigateur, il sera exécuté, il pourra reprendre la main et avec l'événement created, vous allez pouvoir le construire dynamiquement. C'est très simple. En fait, ça peut se customiser vraiment très simplement. Alors pour finir, l'idée c'est, si comme nous, on ne l'a pas fait au départ, on ne l'a toujours pas fait d'ailleurs, vous avez votre moteur template de back-end qui utilise les mêmes systèmes que le système de template de Vue.js, c'est-à-dire les doubles moustaches pour faire les accolades pour afficher une propriété par exemple. Là, vous allez avoir un conflit. Alors, soit vous êtes obligé d'échapper, c'est ce qu'on a fait nous pendant un moment, et ce qui est mieux de faire, c'est de changer les délimiteurs. Donc, mettre par exemple un moustache pourcentage, un moustache étoile, ce que vous voulez comme délimiteur, et du coup, vous allez pouvoir inclure très simplement sans avoir à échapper vos templates Vue.js. Côté back-end, vous passez les datas via les propriétés. Et puis, pour tout ce qui est commun, notamment nous, le côté swap du DOM, on va définir des méthodes qui sont communes et on va les balancer directement dans Vue.js, ce qui fait que tous nos composants vont avoir accès à ces méthodes-là. Ça marche pour vos fields, ça marche pour plein de choses. Alors, brièvement, Vue 2, qui est sorti en septembre, est toujours aussi polyvalent, c'est-à-dire que vous pouvez faire des single page applications ou des petits widgets pour votre site. Alors, quand je dis petit, il peut être évolué, mais voilà, c'est des petits éléments que vous allez pouvoir brancher où vous voulez. Vous avez le droit de faire du JSX, je l'ai déjà évoqué. Vous pouvez faire du Vue.ex ou du Vue.redux. C'est l'implémentation de Redux si vous avez besoin d'avoir une gestion avancée de vos états dans vos composants. Vous pouvez faire du TypeScript au niveau du JS, c'est-à-dire qu'au-delà de S6. Vous avez un routeur, mais il existait déjà en Vue 1. Vous avez un Vue.cli, ça c'est une vraie nouveauté, c'est un peu comme Angular 2. Alors je ne connais pas sur React. En gros, vous pouvez initialiser votre projet, vous pouvez déclarer des composants directement en ligne de commande, et vous avez toujours le Vue DevTools qui marche super bien. Il me reste 30 secondes. Là, j'avais un petit bout d'exemple qu'on va peu regarder parce qu'on n'a pas le temps.
Mais en gros, si ça vous intéresse, là j'avais un petit composant characters avec la boucle qu'on a déjà vue dans les slides précédentes. Et ça, c'est le composant lui-même qui va faire un appel HTTP pour remplir sa data. Et derrière, ça se gère tout seul. Cet exemple plus complet, il se trouve sur ce repo, donc dans les slides que je mettrai à disposition. Vous pouvez l'initialiser. Il n'y a pas de Webpack, il n'y a pas de Browserify. L'idée, c'est de faire que du Vue.js et de vous simplifier la vie et mieux comprendre comment fonctionne Vue.js sans passer par ces stacks de build un peu compliqués. La presse, elle est finie, normalement. Je voulais juste faire un bilan sur notre retour sur Vue.js. Est-ce que ça nous a facilité la vie ou pas? Oui. Le templating côté client, la gestion des composants, la gestion de la data, ça nous a vraiment changé la vie par rapport à Africa News. La courbe d'apprentissage est très très courte. Ça, c'est un vrai avantage par rapport à du Angular 2 ou par rapport à du React. C'est léger. Vue 2 fait 63 kg et non plus 76. La communauté est grandissante. Bref, il y a plein de choses qui font que Vue.js aujourd'hui, c'est une réelle alternative à Angular 2 et à React. Et je n'aurais pas le temps. Si, petite contrainte quand même, parce que l'avantage c'est quand même d'avoir des inconvénients, quelque part. Nous, parce qu'on n'a pas changé les délimiteurs au départ, on a doublé nos templates. Template côté back-end avec Twig, template côté front-end avec Vue.js. Ça, c'était pas terrible. Mais ça, on peut le changer. Et après, c'est la question qu'on va se poser sur j'utilise des composants, des carousels, du type-ahead pour mes champs de formulaire de recherche. Est-ce que je dois les mixer avec du Vue.js ou pas? Alors moi, je suis un peu un intégriste, donc du coup, j'ai forcé tout le monde à les intégrer avec Vue.js. C'est pas forcément la bonne solution. Voilà. Il ne faut pas hésiter à garder les fonctionnalités natives de vos composants tierces. Si vous les coupez trop, c'est pas forcément évident à gérer après. Voilà. N'hésitez pas à partager via des conférences ou en participant financièrement pour le créateur qui a démissionné de son job chez Meteor pour se consacrer à 100% sur ce projet. Les ressources, allez juste sur Vue.js, sur leur GitHub. Ils ont plein de repos avec plein de ressources. Et merci beaucoup. S'il y a des questions. Ouais, bonsoir. Je voyais sur ta première slide, tu disais 16 ans d'expérience d'XP. Donc forcément, j'ai envie de dire, est-ce que tu peux nous parler comment tu as réussi à faire du TDD avec Vue.js? Alors, au niveau de notre projet, on a bien testé la partie PHP, c'est-à-dire que la partie back-end. Vu les délais super courts, on n'a pas encore mis en place la partie test sur la partie front. D'accord. Par contre, effectivement, le fait d'avoir des composants, ce que j'avais mis moi en place au départ, c'est on a souvent des soucis avec le fait de tester des composants JS au sein d'une application complète, parce qu'il va y avoir des conflits, il va y avoir plein de choses. Donc, le truc basique que j'ai mis en place, avec Symfony 2, on a créé un environnement spécifique, d'accord, avec ça. Je ne sais pas si tu connais Symfony 2. Ouais, oui, si. d'accord. Donc, on a un environnement spécifique qui fait qu'on va charger chaque composant dans un environnement isolé. Voilà. C'est basique. D'accord. L'idée, c'est juste de voir si on n'a pas des régressions et quand on commence sur une nouvelle techno, ça permettait de s'isoler de tous les problèmes qu'on allait avoir avec des carousels, avec un layout qui change en permanence et de travailler que sur notre composant. Pour l'instant, on n'a fait que ça. L'idée, c'est il y a une stack qui a commencé à être montée avec du Chai, avec du Mocha, avec également un serveur de mock pour pouvoir injecter de la donnée à la volée. Ça a été mis en pause parce qu'on a très très peu de temps. Hein. Les délais sont vraiment très courts, ça faut bien l'identifier. Mais par contre, c'est quelque chose qui va arriver parce qu'on a on a fait monter enfin, il y a l'équipe qui grossit justement pour cette partie-là. Okay, merci. Une question devant. Ah. Une autre question un peu à côté. Tu as commencé à parler de Browserify, et c'était pas le sujet de la conf, mais juste en 2 secondes, vous n'avez pas eu de soucis pour extraire les bundles, etc. et avoir pas de duplication dans les sources téléchargées, etc. Alors, Browserify, moi je suis arrivé sur quand on a pris le projet Africa News, parce qu'on a commencé là-dessus, je connaissais 2 noms, d'accord, mais c'est pas du tout mon job de construire des stacks de build. Franchement, à mon sens, c'est hyper chronophage. Il faudra être expert pour savoir s'en servir. Donc j'ai passé du temps, voilà, pour faire fonctionner le bousin, on va dire ça comme ça. Non, on n'a pas eu de souci sur le fait de faire des bundles. Le souci qu'on a aujourd'hui, on est incapable de gérer correctement nos source maps. Ça, c'est un point qui est très clair, d'accord. On n'a pas de source maps en JS. Par contre, un autre point où on a eu des soucis, c'est le fait de générer nos critical CSS. On a une trentaine de pages différentes. En RTL, du coup, ça double. On a 60 pages. Et il faut du coup qu'on génère nos critical CSS sur chacune des pages, de manière indépendante. Quand vous avez déjà passé toute votre stack, tout votre build avec Browserify pour faire vos bundles JS, ensuite, vous êtes obligé de faut faire une repasse avec le critical CSS. Ça a été compliqué à mettre en place. Ça a été très compliqué. Mais sur le fait d'avoir des bundles et des problèmes de duplication, non, pas du tout. Ça s'est bien passé.
Bonjour, on se connaît. Juste une question en fait, est-ce qu'il y a déjà des projets prévus pour que Vue.js puisse tourner aussi de manière native, un petit peu comme l'ont fait par exemple React, qui permet de faire des applications natives avec? Alors, j'ai pas regardé la partie natif. Vue 2 permet déjà de faire du server-side rendering pour tout ce qui est problématique. Alors nous, on a fait avec un backend PHP parce que c'est un problème de compétences aussi et puis d'hébergement qui fait qu'on ne pouvait pas passer sur du full node. Maintenant, faire du server-side rendering, c'est possible. Faire du natif, j'en ai aucune idée. Je pense pas que ce soit compliqué de passer sur du native script. Tu prends ton Vue.js, tu fais tes templates en XML pour native script et derrière, je pense que ça doit facilement être bindable. Alors peut-être pas de manière aussi automatisée qu'Angular 2, mais ça doit être faisable. Ouais, je pense pas qu'il par contre, je pense pas qu'il ait vocation à le faire. Un projet à temps plein financé via Patreon, c'est pas forcément évident. Je pense qu'il y a d'autres problématiques à prendre en compte pour l'instant. Ouais. Mais ça aurait pu. Merci. Merci à tous. Ah, encore une question? Ah. C'était juste pour répondre. En fait, l'équipe d'Alibaba est en train de bosser sur une version native de Vue.js. Voilà. Merci. Dernière question. Bonjour, merci pour la conférence déjà. Alors j'ai une question, vous avez cité beaucoup de frameworks JavaScript, enfin d'outils type Angular, etc. Alors moi je suis modeste développeur WordPress, j'essaie de moderniser récemment, notamment avec Backbone, parce que Backbone c'est quelque chose qui est inclus nativement dans les librairies WordPress, donc ça a ce côté pratique. Et de ce que j'ai vu là sur les slides, ressemble relativement, je trouve, dans l'utilisation que vous en avez, en tout cas, de faire des vues et de templater ça. Est-ce que vous avez un avis sur Backbone, voilà, bon, qui est une librairie ancienne déjà, mais qui, voilà, est-ce que... J'ai pas d'avis particulier sur Backbone parce que j'en ai pas fait. Okay. Très clairement, j'avais regardé des tutos à l'époque, mais du coup ça remonte à loin et je sais plus comment ça s'articule, comment ça fonctionne. Je sais pas au niveau de la taille. Le templating c'est underscore plutôt, donc c'est du script ID, ouais. Etc. Mais après sur l'initialisation d'une vue, ça a l'air de ressembler un petit peu à ça. Mais voilà. Après, Vue.js n'a rien révolutionné en soi. Pour moi, c'est un bon mix entre ce qui se passe ce qui se faisait sur Angular 1 et ce qui a été mis en place avec React. Voilà. Donc du coup, on a quelque chose qui nous permet d'être assez polyvalent. Potentiellement, si on est content de non, mais framework, à essayer du coup, je vais aller voir. Je connais pas la courbe d'apprentissage d'un Backbone. C'est rapide. Voilà, Après, à partir du moment où on est déjà sur Backbone, c'est déjà pas mal en soi. Donc, c'est pas forcément la peine d'aller sur ce genre de choses. L'intérêt, c'est si on veut travailler en composant, les custom tags, c'est pas mal. Le fait d'avoir une réutilisabilité simple avec ce framework, c'est assez agréable. Ok, super. Merci. De rien. Merci à tous. Sinon, sinon, off, oui. Merci bien.